J'enregistre, pardon, excusez-moi. Donc, bienvenue à notre réunion mensuelle maintenant, désormais. Free the Bees organise des réunions en français, en allemand et en anglais. Ce soir, ce seront dans la langue française. Le thème que nous traitons, enfin plutôt la série de conférences, c'est Abeilles sans frontières. Free the Bees est une association suisse qui existe depuis 10 ans maintenant, qui a pour mission d'aider l'abeille mellifère à retourner dans la nature. Ce que nous faisons, c'est créer des habitats. C'est aussi faire un monitoring des colonies vivant en liberté en Suisse. On en a 200 en surveillance actuellement. Et puis, il y a aussi une éducation de chiens qui seront bientôt capables de détecter les loques américaines et européennes. Voilà pour le cadre. Toutes les informations, bien sûr, se trouvent sur freethebees.ch, F-R-E-E. Vous avez le terme sur l'invitation noté à votre écran, freethebees.ch. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Samuel Desprats, président de l'association suisse jardin-forêt.ch, qui, lui, est un professionnel de la branche, un passionné aussi. Ça fait de nombreuses années maintenant qu'il travaille sur ce thème-là, qu'il sème presque à tout vent. Mais en tout cas, ça retombe bien et ça crée de belles surfaces qui sont magnifiques de biodiversité. Et donc, le thème, le jardin-forêt, un bien pour la biodiversité et pour les pollinisateurs. Voilà, Samuel, je te laisse présenter encore en quelques mots aussi ta personne et ton parcours. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci André, bonsoir à tous et toutes. Merci pour l'invitation et pour votre intérêt pour ce thème qui j'espère, prend de l'ampleur et comme tu l'as bien dit, SMera et verra de nombreux jardins-forêts émerger partout en Suisse et ailleurs. Donc j'espère que vous m'entendez bien et je vous propose de démarrer avec une petite déjà présentation de notre association, parce que finalement on est une jeune association, on est 3 cofondateurs. Donc on a Yves qui est tout à droite en haut, qui est un des cofondateurs également, qui est lui, on va dire, plutôt du domaine de la durabilité, qui a des compétences d'entrepreneur, qui a fondé plusieurs entreprises. Donc vraiment, c'est très précieux d'avoir ces compétences dans l'association. En bas, on a Gilles Metzner, qui est paysagiste, qui a une grande expérience des jardins naturels, de la permaculture et d'aménagement, on va dire, alternatif par rapport à ce qui pourrait se faire un peu plus traditionnellement en paysagiste ou chez les architectes paysagistes. Et au milieu, en haut, on a Steve qui a rejoint l'équipe récemment, qui nous donne vraiment un précieux coup de main sur toute la partie communication, marketing, avec son expérience dans le passé. Donc vraiment, c'est une chouette équipe. Alors, on serait très content d'avoir une équipe un peu plus féminine. Donc, si jamais vous avez des compétences, vous avez de rejoindre l'équipe, c'est volontiers. Donc, excusez-moi, les activités principales, donc on fait des conférences, donc on invite aussi des conférenciers, pas seulement des conférences en ligne. On a Ernst Surcher qui a bien gentiment accepté notre invitation et on se réjouit, c'est notre parrain de l'association, un de nos parrains. Et donc, on est vraiment très content de le recevoir. Malheureusement, c'est déjà complet pour le 9 mars, mais on se réjouit de l'écouter. Vous pourrez également entendre cette conférence en ligne par la suite. Le 25 avril, on va recevoir à Lausanne Yannick Poya, qui est un spécialiste des sols. Et donc, ça va être intéressant de voir, je pense, son expérience du terrain, d'entendre voir un petit peu sa vision stratégique, notamment sur l'impact sur les territoires que ça peut avoir avec toute son expérience. On procède aussi à des analyses de sites qui nous permettent en fait de rencontrer des gens comme vous, rencontrer des entreprises ou alors des collectivités qui ont des projets. Je dirais la caractéristique souvent, c'est qu'on ne sait pas trop par où commencer, pardon. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir partager notre expérience, d'avoir ce regard finalement neuf sur un terrain
de voir un petit peu les indices et les caractéristiques principales d'un terrain, c'est vraiment c'est précieux. Donc, on offre ce service-là. Également, on vous permet de vous épauler pour la conception de vos projets ou alors des projets de nouveau de collectivités, d'entreprises qui ont envie de démarrer un projet. On accompagne également des projets qui sont existants, alors des nouveaux projets comme le projet du Jardin Forêt des Hausses que vous avez peut-être suivi pendant notre campagne de financement participatif qui a eu lieu juste avant Noël. Vous avez une image en bas à droite du terrain actuel. On a commencé à faire quelques plantations, on a démarré les cheminements avec des copeaux. Donc, on se réjouit de voir les premiers bourgeons éclore sur ce terrain. Évidemment, il y a toute la partie mise en place, aménagement, qui est également très importante et qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre quand on est tout seul ou avec des compétences voilà, qui sont peut-être limitées ou on a besoin d'acquérir ces compétences. Donc, on est également à votre disposition pour cette partie-là. Et la formation également, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Donc, transmettre ces connaissances, cette expérience. Et donc, la prochaine date de formation, c'est le 1er avril à Lausanne. Et j'ai envie de dire aussi qu'on fait du coaching, c'est-à-dire qu'on accompagne également simplement des gens qui ont des questions. Ça peut être aussi simplement des particuliers qui ont, dans certaines communes, la chance d'avoir des subventions, par exemple, pour pouvoir démarrer leur projet. Et donc, on participe également à ce service-là. Qui suis-je? Donc, moi, je suis également cofondateur de cette association. J'ai un passé d'ingénieur mécanicien, donc c'est assez loin de ce que vous pouvez voir à l'écran là. Je suis évidemment très curieux de nature, donc j'ai toujours eu cette sensibilité pour l'environnement depuis tout petit. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui m'a pris de devenir ingénieur? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça m'a quand même permis d'acquérir déjà pas mal de connaissances de base sur les sciences de la vie aussi, parce que c'est une partie des études d'ingénieur, mais surtout cette curiosité de comprendre finalement la complexité du vivant, ces mécanismes qui sont là derrière. Et donc, je suis vraiment très content de ce parcours-là. Et maintenant, depuis 2019, j'ai entamé ma transition. Et donc, voilà, je ressemble un peu plus à ça quand je suis sur mon temps libre. Donc, j'ai acquis avec ma femme un terrain de 5 hectares en Bresse bourguignonne sur laquelle je peux démarrer cette micro-pépinière, un projet de jardin-forêt, un petit peu d'apiculture, je dirais de façon voilà, très amateur. Mais c'est intéressant parce que je pense que quand on arrive dans ce domaine-là avec un œil nouveau, on voit finalement quelles sont les grandes lignes, quelles sont les contraintes. Voilà, on a un regard nouveau sur une situation. Je dirais que c'est le cas pour l'agriculture au sens large et l'apiculture également. Et au passage, je salue Sandrine qui me donne un précieux coup de main pour ces deux activités. C'est une amie qui est installée là-bas et avec qui on travaille à la pépinière et en apiculture. Elle fait l'essentiel du travail d'exploitation, si je peux dire, du rucher. On a une quinzaine de ruches en dadan et varé, avec certaines ruches varées qui sont complètement fermées, qu'on ne visite pas, qu'on ne récolte pas. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir comment cette pratique-là va évoluer. Donc voilà, depuis 2019, j'ai cette passion, cette découverte d'un nouveau monde, du végétal, du monde vivant en général. Et c'est vraiment passionnant aussi de rencontrer des gens comme vous, de rencontrer des stagiaires ou des gens qui simplement voilà, ont envie d'échanger sur ce sujet. Et je suis très content de pouvoir être là ce soir pour partager un peu de cette expérience. On va démarrer avec quelques constats finalement sur le point de départ. Alors évidemment, vous avez un petit peu tous entendu parler de ces questions de biodiversité, de climat, donc on va voir un petit peu ça aujourd'hui en résumé. On va commencer par un petit peu d'histoire. En fait, les dernières glaciations nous ont quand même en Europe apporté quelques contraintes sur l'environnement, c'est-à-dire qu'on a eu des calottes glaciaires qui se sont installées sur les régions notamment des Alpes, du nord de l'Europe, qui ont recouvert des grandes surfaces. Et en fait, ça s'est progressivement évidemment mis en place, ce qui fait que pendant ces dizaines de milliers d'années, pendant lesquelles ça s'est mis en place, la végétation et la faune associée a eu le temps de
gentiment se déplacer vers le sud. Évidemment, arrivé à un moment donné à la Méditerranée, cette migration a commencé à être un peu limitée. Alors, il y a une partie qui a pu migrer vers l'Espagne ou vers les Pouilles, vers le sud de l'Italie. Mais à un moment donné, la barrière de la Méditerranée a été plus forte. Et donc, il y a beaucoup d'espèces simplement qui ont disparu pendant ces glaciations. Ce qui n'a pas été le cas finalement en Asie, également dans le continent américain ou les continents américains, où on a eu une migration qui a pu se passer en suivant finalement toutes les terres émergées. Donc, on se retrouve dans une situation où ensuite ces glaciations ont disparu graduellement, on va dire, au cours des 10-15 dernières milliers d'années. Donc, ça a permis en fait à la faune de remonter, de se réinstaller vers le nord. Et en fait, en Europe, on s'est retrouvé avec une faune et une flore relativement pauvres par rapport à ces autres continents que sont les Amériques et l'Asie en général. Donc ça, c'est un petit peu le point de départ à garder en tête parce qu'on en parlera par la suite. Maintenant, la situation, on voit bien qu'il y a un changement climatique qui est impressionnant, qui est rapide. Donc, les projections du GIEC, vous avez quelques images ici qui sont tirées des derniers rapports du GIEC. Donc, on a une répartition des températures qui va être en fait avec une variabilité beaucoup plus marquée que ce qu'on a maintenant. On va se retrouver probablement encore avec des gelées tardives, donc des froids qui peuvent être assez marqués. Et des températures extrêmes pendant les étés qui vont également être très marquées, donc des longues canicules par rapport à ce qu'on a connu avant. Donc, c'est-à-dire qu'on a une variabilité de la température qui va être plus marquée et on a évidemment la moyenne de température qui monte aussi. Donc, c'est pour ça que vous avez cette courbe qui se déplace vers la droite, en haut à droite, et quand même avec encore des froids marqués. Donc, ça veut dire qu'on a la végétation qui va se retrouver avec des amplitudes thermiques beaucoup plus marquées. Et c'est vrai que c'est une contrainte pour les écosystèmes en général. Les réchauffements sont évidemment plus marqués au pôle. On le voit maintenant, on a des réchauffements qui sont très impressionnants pendant les périodes estivales en particulier. Et en montagne, on a donc en Suisse une situation en particulier parce qu'on voit aussi ce réchauffement qui est quasiment 2 fois plus marqué dans notre pays par rapport à d'autres régions du monde. Et le diagramme en bas à droite vous indique finalement les plages de sécheresse. On va avoir dans le bassin méditerranéen, on va avoir des zones probablement très sèches. On le voit d'ailleurs, ce début d'hiver est très sec. Alors évidemment, on ne peut pas mélanger météo et climat. Mais on se rend compte que les épisodes de sécheresse comme on a en ce début d'hiver vont être de plus en plus fréquents. Donc ça, c'est pour les projections pour un réchauffement de 2 degrés. Donc on voit qu'on est sur une tendance qui se marque évidemment. On va avoir des hivers aussi relativement humides. On a quand même une certaine précipitation moyenne qui va être relativement similaire d'après certains modèles. Donc les froids extrêmes, on en a parlé. Et ce qui va dire en fait, parce qu'on parle ce soir de pollinisateurs, on va avoir un impact sur les floraisons notamment. Donc elles vont se décaler, elles vont être plus précoces, ce qui fait qu'on va avoir une sorte d'empilement finalement des floraisons plus proches au début du printemps comme on a maintenant. Et donc on risque d'avoir des sortes de trous de nourriture pour les pollinisateurs en général. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête. C'est voir si on a des moyens de réagir par rapport à ça. On va en discuter tout à l'heure. Un autre constat, c'est la déforestation. On parle beaucoup de l'Amazonie. Mais si on regarde avec un petit peu de hauteur, ici c'est une image de la NASA du mois de juillet l'année passée, on voit cette zone qui est très jaune, c'est toute la zone en fait agricole qui a été en fait séchée par la sécheresse et la canicule qu'on a eu pendant l'été. Donc on se rend bien compte qu'on a quelques bribes de forêt qui subsistent sur le plateau suisse, également autour des vallées, vallée du Rhône, etc. Donc également chez nos voisins français, on voit que finalement l'agriculture a pris beaucoup d'ampleur, mais ceci depuis des milliers d'années. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui un constat qu'on peut faire comme ça. C'est vrai que quand on parle de déforestation, souvent c'est plutôt l'Amazonie qui nous vient en tête. Donc le constat, il est que c'est bien quelque chose qui a déjà eu lieu chez nous et on a un petit peu la mémoire courte.
Donc là aussi, on se rend bien compte que le végétal, on l'a un petit peu oublié aussi dans nos cultures, il a un peu perdu sa place. Donc c'est un peu notre mantra, c'est pour l'association, c'est de remettre le végétal au centre de notre société. Ici, on le voit pourquoi. Un autre exemple, c'est ici dans mon village. Alors, il y a un petit décalage sur le carré qui se trouve à droite, mais vous vous rendez compte qu'on a pour la même région, on reconnaît un petit peu les cheminements, la ligne de train, mais on se rend bien compte que l'empreinte de l'urbanisme, même dans les villages, a été vraiment impressionnante. On devine encore les vergers qu'il y avait à l'époque. Alors déjà en 1934, on avait beaucoup de surfaces agricoles. Donc c'était déjà probablement un impact pour la faune et la flore, donc un impact sur les pollinisateurs en général. Mais on voit que depuis ces dernières dizaines d'années, on a une explosion de la surface urbanisée. Et donc ça, évidemment, que ça a un impact aussi sur les écosystèmes et sur nos chers amis pollinisateurs. Donc voilà un petit peu pour résumer les pratiques agricoles. Ça a un effet sur les gaz à effet de serre. On va les retrouver évidemment pendant les phases de récolte, les phases de transport de matériaux, transport de récolte, pendant toute la production d'engrais également. Et donc c'est une énorme source de gaz à effet de serre. Alors évidemment, ici je parle de l'agriculture, mais on a encore toutes les autres activités humaines qui ne sont pas mentionnées ici. Donc, je ne veux pas juste taper sur les agriculteurs, mais c'est que c'est un sujet qui nous concerne ce soir. L'autre impact, c'est sur l'érosion des sols, parce que certaines pratiques agricoles, notamment le labour ou d'autres pratiques, il faut qu'on ait une déstructuration du sol. On a cette perte finalement de l'humus, le sol ne fonctionne plus bien. On a en fait une perte, une érosion qui se met en place lors de forts épisodes de pluie. Pour donner un ordre de grandeur, un sol nu, ça absorbe à peu près 1 millimètre par heure, alors qu'un sol forestier, c'est en gros 150 millimètres par heure. Donc, on a vraiment un écart qui est énorme entre les écosystèmes forestiers et les écosystèmes, si on peut encore parler d'écosystèmes, quand on a un sol mis à nu. Au milieu, vous avez la fragmentation des milieux, comme on l'a vu tout à l'heure. On a perdu ces couleurs biologiques qui permettent en fait aux espèces qui sont parfois vraiment spécifiquement liées typiquement à des strates arborisées ou des hautes strates de forêt de se déplacer, comme par exemple les écureuils, qui sont des animaux qu'on connaît bien. Et ces animaux-là ont de la peine à survivre et à trouver des endroits où simplement s'installer ou nidifier ou se reproduire. Donc, cette fragmentation entraîne la disparition d'un certain nombre d'espèces. La perte de fertilité, là, également, elle vient des pratiques agricoles. On a une certaine extraction de matière organique des sols. Donc, on a une perte de fertilité qui est liée notamment à ça. Alors, évidemment, on peut compenser avec l'ajout d'engrais. Vous voyez ces petits grains blancs qui sont typiquement les engrais azotés ou NPK, comme on les appelle, qui sont une façon de pallier à ce manque de fertilité. Mais là encore, c'est une source qui vient de sources fossiles. Donc, là, de nouveau, on est en train de vivre à crédit par rapport au capital de notre planète. Et puis, un gros sujet, évidemment, c'est la monoculture. Puisqu'on a besoin de rentabilité à l'hectare, on a tendance à faire des monocultures ici de tournesol, mais ça pourrait être évidemment d'autres espèces. Donc, malheureusement, ça apporte très peu de diversité dont on a besoin. On va en parler tout à l'heure. Et donc, dans ces milieux-là, on se rend bien compte qu'on a que des espèces qui sont vraiment spécifiques et très peu de diversité biologique. Donc, je ne vais pas que vous parler de problèmes ce soir, mais je pense que c'est important de faire ce constat-là. Donc voilà, pour faire un petit peu le parallèle entre agriculture et apiculture, on va dire traditionnelle, on se retrouve dans ces deux cas avec une approche assez productiviste, que ce soit en rendement à l'hectare ou en rendement par ruche ou par colonie. On se retrouve avec un épuisement du sol, un épuisement de la ressource. Ici, dans le cas de l'agriculture, c'est le sol finalement. Mais on a également, pour ce qui est de l'apiculture, un épuisement du cheptel qui passe son temps à produire du miel. On va récolter ce miel. Donc, du coup, il faut continuer à constituer des réserves. Donc, on a un certain épuisement des abeilles, ou alors elles passent plus leur temps à se
à s'épouiller, à faire ce grooming qui leur permet d'éliminer un certain nombre de parasites. Là aussi, la monoculture, des deux côtés, on a ce même problème. On a, dans le cas de l'apiculture, une espèce quasiment qui domine en Europe. Évidemment, je connais moins la situation dans d'autres régions du monde, mais on se retrouve avec des espèces, donc l'espèce Apis mellifera et des sous-espèces qui sont finalement avec quelques différences génétiques. On a une certaine sélection qui se passe au niveau régional, mais ça reste relativement faible comme variabilité génétique au niveau de l'activité en général. Là, on a de nouveau des intrants des deux côtés. On a tous les engrais, on en a parlé, les traitements, le chaulage aussi qui peut être utilisé en agriculture. Donc, cette capacité de finalement changer le pH du sol. Si on a des sols trop acides, on va rajouter de la chaux. Donc, c'est un choc pour le sol, c'est un choc pour la vie du sol. Et là, dans le cas des abeilles, on a tous ces traitements contre le varroa, le nourrissement au sucre. Voilà, ça dépend aussi quel est le procédé de fabrication de ce sucre qui est là derrière. Il y a les questions d'insémination de reines, le greffage de reines, etc. Donc, c'est vraiment des façons, on va dire, d'intervenir sur les cultures, que ce soit agriculture ou apiculture, qui sont vraiment délétères sur le long terme. Puis après, évidemment, il y a l'impact des pesticides de l'agriculture dans le cas de l'apiculture qui est vraiment néfaste, et l'impact des ondes électromagnétiques qui commence à être un sujet de plus en plus clair. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent les impacts de ce côté-là. Et il y a également en fait aussi des études, elles sont peut-être moins connues ou moins mises en avant, mais il y a aussi des impacts sur les plantes. Alors évidemment, il y a un certain nombre de fréquences qui peuvent être bénéfiques pour le développement de certaines, typiquement la germination de certaines plantes peut être accélérée avec certaines bandes de fréquences, mais globalement, on a quand même aussi un impact sur les plantes avec tous ces rayonnements qu'on peut avoir liés aux activités humaines. On l'a vu tout à l'heure aussi, on a simplifié finalement les milieux agricoles, et là aussi, ça a un impact sur l'apiculture. On a simplifié aussi la nourriture qui est à disposition pour les abeilles. Bon, les milieux sont simplifiés, puis on a aussi cette artificialisation de nos paysages qui a un impact sur les abeilles. Et au niveau de la structure de la colonie, quand on a cette déstructuration du sol en agriculture, pour la structure de la colonie, on a un impact du fait qu'on a des ruches carrées, qu'on a des cadres qu'on va observer, qu'on va sortir régulièrement. On met les ruches à l'air libre, on les met au soleil. La reine, elle est également souvent invisible, mais elle est aussi mise à l'air libre et au soleil, alors qu'en milieu naturel, ce n'est pas le cas. Donc là, on se rend bien compte aussi que ça a un impact sur ces colonies. Et donc là, je pense que vous avez tous probablement déjà lu Bernard Bertrand qui en parle vraiment bien dans ses ouvrages. Et je suis assez content d'avoir commencé par ces ouvrages-là pour aussi avoir un recul sur l'apiculture. Je propose d'avancer. On va faire un petit tour du côté de l'alimentation. On se rend compte avec toutes ces empreintes, tous ces impacts des intrants, de l'énergie finalement qui est liée à la production alimentaire. On a une forte empreinte écologique entre le champ et l'assiette. Et donc là, on se rend bien compte quelque chose à modifier. On a aussi beaucoup de gaspillage, on a beaucoup d'impact sur le sol, on a une production de déchets importante. L'alimentation en général est aussi trop transformée, on a beaucoup d'additifs qui sont rajoutés, donc on se rend bien compte que ça a forcément un impact sur notre santé. Et finalement, toutes ces transformations qu'on va faire aussi, nous, en cuisinant les aliments, on va perdre de la qualité nutritive. Et donc là aussi, on voit qu'il y a quelque chose à modifier. On a un régime trop carné, on a finalement peu de viande qui est 100% locale. On peut s'en procurer, mais à l'échelle globale, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas en train de promouvoir évidemment du véganisme ou d'être végétarien pour tout le monde, mais on se rend bien compte qu'à l'échelle de la planète, ça ne peut pas tenir. La production de glucides elle est essentiellement basée sur des plantes annuelles. Donc là, on a finalement très peu de consommation de châtaignes, par exemple, qui serait une alternative avec des plantes pérennes. Donc là aussi, ça veut dire qu'on va devoir cultiver des grandes surfaces de plantes en monoculture pour la production de ces glucides. La production, finalement, aussi, elle est très globalisée. On a des circulations à travers le monde de denrées alimentaires, des fois transformées sur place ou alors brutes, etc. Résultat des courses, on se trouve avec une autonomie alimentaire en Suisse d'environ 50%, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et je vous invite à lire ce rapport de la SDSN
s'appelle L'avenir de l'alimentation en Suisse. Je pense qu'on rajoutera le lien en description. Il a été publié il y a environ 1 ou 2 mois et je pense que c'était vraiment un signal d'alarme que nous donnait cette organisation qui est reliée aux Nations Unies, mais qui est vraiment l'entité suisse de l'organisation. Et je trouve assez dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'écho dans les médias qui prennent ce rapport au sérieux. Mais finalement, c'est quoi un jardin-forêt? Parce qu'on avait tous ces problèmes et qu'est-ce que ça peut apporter? Donc, je vous propose de faire gentiment un tour du côté de ce qui nous intéresse ce soir. Déjà, je vais vous dire ce que ça n'est pas. Ce n'est pas un jardin d'ornement. Bien sûr qu'il y a un côté ornemental dans ces environnements. On ne peut que admirer la beauté de ces paysages végétalisés et le retour de cette biodiversité associée. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche. On ne cherche pas à recréer Versailles. Et dans le mot jardin-forêt, il y a le mot forêt. Donc, ce n'est pas non plus une forêt qui a vocation à se refermer et à devenir un peu l'archétype de ces forêts qu'on voit dans les histoires pour enfants. On va se retrouver avec quelque chose un peu entre les deux et on va le voir par la suite. Finalement, c'est un héritage, c'est quelque chose qui a existé depuis des milliers d'années sur la ceinture intertropicale. Donc, tous ces agroforêts, comme on les appelle, qui ont existé depuis très longtemps, donc avec des environnements qui paraissent sauvages, qui paraissent naturels et qui en fait sont façonnés par l'homme depuis des milliers d'années. Avec des plantes très diversifiées en sous-étage, avec énormément de rotation de culture également, à travers toutes les générations de gens qui vivent dans ces forêts-là. On a des populations qui peuvent être assez denses autour de ces agroforêts, donc c'est vraiment une façon très intime de vivre en harmonie finalement avec la forêt. Typiquement, il y a Geneviève Michon qui a beaucoup travaillé là-dessus, donc je vous invite à lire aussi ces récits et toutes ces recherches qu'elle a faites sur ces peuples finalement qui vivent à Sumatra, en Éthiopie, dans toutes ces régions du monde. Elle fait des photos aussi qui sont assez incroyables. Dans les années 60, on a eu une sorte de migration un petit peu dans le mouvement de la permaculture en Europe. Et c'est pour ça que maintenant, on a ces jardins-forêts qui sont en train de gentiment se développer en France, en Hollande, en Espagne et maintenant en Suisse, on a aussi un certain nombre de jardins-forêts qui émergent, mais ça reste quand même encore une activité relativement discrète. Et l'agriculture aujourd'hui domine encore la production en général. Je dirais l'élément principal qu'on va mettre ici en avant dans ces jardins-forêts, c'est cette succession végétale. Donc, on va se retrouver avec une succession. Ça veut dire que si on laisse un champ libre, un champ aujourd'hui, on va dire, mis à nu, en quelques années, en quelques dizaines d'années, il va y avoir cette succession végétale en Europe ou dans la majorité du monde. La forêt, c'est ce qui domine les écosystèmes dans tous les climats tempérés comme on a ici en Europe. Et donc, l'agriculture, en fait, aujourd'hui, elle est ici à gauche, une sorte c'est un désert qu'on va cultiver. On va cultiver des annuels. Donc, c'est des plantes de prairie qui chaque année vont faire leur cycle de germination, de croissance et qu'on va ensuite récolter. Et ensuite, on va recommencer ce cycle par un labour. Donc, ça, c'est, on va dire, le monde de l'agriculture. Le monde de la foresterie qu'on a tout à droite. Et lui, un monde où on a des écosystèmes forestiers. Alors, on a des gestions forestières plus ou moins on va dire en accord avec aussi l'aspect paysager. Vous savez qu'on a certains pays où on a des coupes rases, où c'est beaucoup plus finalement violent pour ces écosystèmes-là, mais en Suisse, on a une gestion de la forêt qui est à but finalement de production de bois. Et les jardins-forêts se trouvent dans cette zone centrale où on a cette arrivée finalement des plantes herbacées un peu plus hautes, ensuite des plantes ligneuses qui vont se mettre à dominer le paysage. L'arrivée ensuite des premiers arbres, des arbres qui vont ensuite porter les premiers fruits, etc. Donc, on se retrouve dans une zone qui est très dynamique, avec beaucoup de diversité végétale, avec beaucoup d'interactions entre les diverses espèces qui sont installées. On a beaucoup d'étages aussi de plantes différents. Donc, c'est vraiment ce stade de lande arbustive ou de grandes herbacées qui nous intéresse. On a beaucoup de diversité. Donc, c'est aussi ce monde de l'agroforesterie, finalement, c'est exactement ce même domaine-là où on a cette association d'arbres et de grandes cultures. C'est un petit peu plus, on va dire, du domaine de l'agriculture. On en parlera peut-être tout à l'heure.
Alors, un jardin forêt, finalement, c'est un système de culture. C'est rien d'autre que ça. Donc, on va intervenir. Ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est-à-dire que c'est quelque chose où on intervient. On n'est pas dans quelque chose qui est laissé à lui-même. Et limite à un jeune boisement naturel. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette zone intermédiaire entre la prairie, on va dire la jeune prairie, et le boisement mature qui se referme. Donc, on a vraiment énormément de lumière qui arrive au sol sur des feuilles, sur des différents étages de culture. Et voilà, on va regarder maintenant quelles sont les principales caractéristiques. Donc, on a cette densité de culture qui est vraiment la caractéristique je dirais, principale qu'on a sur les jardins forêts, avec énormément de plantes par mètre carré. On a beaucoup d'interactions, on va le voir tout à l'heure, entre les plantes dues à cette densité. On a beaucoup de diversification d'espèces et de types de milieux aussi dans ces systèmes de culture. On a une grosse production finalement parce qu'on a tous ces étages qui sont productifs. On a aussi un certain nombre de productions qu'on peut avoir qui sont intéressants. On va les passer en revue tout à l'heure. On a un système qui est beaucoup plus résilient puisqu'on va avoir le sol qui devient beaucoup plus mature, qui devient beaucoup plus carboné, donc il va devenir une éponge. On a également plus de résistance aux aléas climatiques, on va le voir tout à l'heure. Et on a cet effet multistrate, donc on est multi-étagé, on est plus sur quelque chose de monostrate, comme on peut avoir aussi dans un verger ou dans la culture traditionnelle. Et une grande caractéristique aussi principale, c'est qu'on est sur des plantes pérennes principalement, ça n'exclut pas des plantes annuelles, mais c'est principalement des plantes pérennes, donc il y a une phase de plantation. Ensuite, on va faire en sorte que cette plante, elle grandisse, elle se fortifie, et après quelques années, elle est indépendante, elle a son système racinaire qui est en place, et on est plutôt en phase de production. Donc voilà les principes des jardins forêts qu'on va passer en revue. Cet aspect de densité, il est très important. Finalement, d'avoir un maximum d'interaction entre les plantes, c'est l'état naturel des plantes, c'est des êtres sociaux finalement, un peu comme nous. Donc, dans ces écosystèmes, c'est finalement le mutualisme qui domine et pas la compétition. Alors, il y a une certaine compétition pour la lumière, notamment pour les arbres qui pourraient être des arbres de canopée, qui évidemment vont refermer le milieu et commencer à projeter une ombre au sol. Mais ces arbres de canopée peuvent être façonnés, donc on peut les tailler, on peut réduire les branches basses, par exemple, pour relever la couronne, donc ramener de la lumière au sol. Donc, c'est là qu'on va être dans un système de culture où on va intervenir pour éviter que le milieu se referme. Et donc, on a vraiment le mutualisme qui est l'interaction principale entre tous ces différents éléments, donc également avec la faune qui est en place. Ici, vous avez un exemple du biodivergé qui est installé dans les Hauts-de-Morges, qui est un espace qui est installé par le FIBAL. Donc, c'est intéressant à aller visiter si vous avez l'occasion d'être dans cette région. Donc, on a aussi cet effet finalement de création du sol, parce que quand on a une grande densité de végétation, on a beaucoup de feuilles, on a beaucoup de branchages qui vont être déposés au sol. Donc, c'est aussi une façon de faire ce qu'on appelle la pédogénèse, donc de la génération du sol qui est accélérée avec cette forte densité. Quand on a une densité comme ça, on a aussi des effets de lisière, parce qu'en fait, on va avoir énormément de zones différentes qui sont en sorte de mosaïque de milieu. Et donc, cette densité permet de créer ces effets de lisière, parce qu'on va avoir en fait la densité liée à tous ces différents milieux secs, ombragés, ces différents jeux de lumière qu'on peut avoir, qui fait qu'on a une explosion de diversité végétale et animale. On a cet effet de diversité, ce principe de diversité qui est aussi important. On a finalement une diversité de milieux et d'habitats. Alors là, j'ai mis cette carte finalement de trame verte et bleue. On a besoin de ces milieux aquatiques, ces milieux, ces cordons boisés. On a besoin aussi de zones sèches, de zones humides, de zones caillouteuses, de zones avec des sols profonds. Donc, c'est vraiment ça qui est important, c'est d'avoir cette diversité de milieux, puisqu'on va avoir chaque fois des espèces qui sont spécifiquement adaptées et liées à ces milieux-là. Typiquement, on a des espèces qui disparaissent parce que leur milieu typique a disparu. Donc, c'est aussi, j'ai envie de dire, un espoir que si on retrouve ces types de milieux, on va retrouver des espèces qui ont disparu et qui vont pouvoir se réinstaller. On a cette diversité géographique aussi. On peut avoir
des espèces qui sont simplement du même genre espèce, mais qui vont venir typiquement de régions plus sudistes de l'Europe, ou alors de régions d'autres régions sur notre planète. Et vous avez cette carte ici qui est en fait une carte des différents biomes qu'on a sur notre planète. Les biomes, c'est une sorte de grandes régions avec des climats et des écosystèmes qui sont similaires. Donc, en rouge, j'ai encadré les biomes de forêt tempérée, qui sont qui est le biome qui domine ici, on va dire en Europe centrale. Et on retrouve des biomes qui sont très similaires en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans l'Asie également, en Océanie, et assez surprenant, mais on a aussi quelques biomes assez similaires dans le sud de l'Afrique du Sud. Donc, c'est là qu'on voit que finalement, on a des conditions qui sont simplement données par la latitude, donc par cette bande de latitude et des climats, donc des mouvements de masse d'air et des océans dans ces régions-là. La diversité, elle est aussi liée simplement à la génétique des organismes. Donc, c'est pas seulement évidemment les plantes qui nous intéressent. Ici, vous avez l'exemple de la coccinelle asiatique qui a des expressions qui peuvent être très différentes dans la même espèce. Évidemment, on a ces mêmes phénomènes pour les arbres. On a toute la question de l'épigénétique aussi, donc les expressions des gènes simplement dues aux conditions du milieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant d'avoir finalement des plantes de nouveau qui sont typiquement qui ont grandi par exemple en Espagne, qui vont avoir connu déjà des sécheresses quand elles sont implantées dans leur génétique. Elles ont cette information de milieu sec et donc de conditions assez arides. Si on les transporte en Europe centrale, en Suisse ou ailleurs, on aura cette information qui est contenue dans l'ADN de ces végétaux. Donc c'est très intéressant à disséminer. Et on a cette diversité de strates dont on a parlé, qui est aussi très importante, puisque ça va permettre d'accueillir et de collecter beaucoup plus de lumière dans les systèmes de jardin-forêt. Et au niveau de la production, on a quelque chose qui est très productif, puisqu'on a vraiment des possibilités de production à la fois végétale, donc de fruits, de légumes, de sève, mais également on va dire de végétal qu'on considère mort, qui est une sorte de déchet finalement des systèmes ligneux qui sont le bois. Ça peut être du bois de chauffage ou alors simplement du bois d'œuvre. On a tout l'aspect thérapeutique, donc l'aspect détente, bien-être, qui est aujourd'hui, je pense, une production qui est très intéressante à développer avec énormément de possibilités d'avoir des thérapies en forêt, des thérapies par le travail du sol, le travail dans des milieux végétalisés qui sont vraiment propices à la détente et aux thérapies. On a également plein d'épices qu'on peut produire dans ces jardins forêts, comme le gingembre rustique ou le poivre du Sichuan, par exemple, qui sont des exemples de plantes qu'on peut faire pousser dans nos climats tempérés. La biodiversité, on en a beaucoup parlé, c'est aussi quelque chose finalement qu'on peut produire. Ça n'a pas de valeur, on va dire, en tant que tel, hélas, pour nous les humains, mais c'est quelque chose qui est très important, évidemment, de soutenir. On a des productions de fibres, par exemple le chanvre, ou alors on peut faire des fibres aussi avec certains aubiers de matériel ligneux, comme le tilleul, par exemple, qui permet de faire des tressages assez sympas. Tout l'aspect médicinal, encore une fois, avec des huiles essentielles, des alcoolatures, voilà, des plantes qui aussi simplement de façon naturelle, prises de façon, on va dire, simplement en consommation directe, ont un pouvoir médicinal, avec aussi beaucoup souvent de production de vitamine C ou de composés de vitamines qu'on ne trouve pas autrement, ou d'acides aminés qu'on va perdre finalement à la cuisson. Donc, c'est un aspect qu'on peut aussi considérer comme médicinal ou en tout cas un complément alimentaire important. On peut avoir des productions de semences également qui sont très intéressantes dans ces systèmes de jardin-forêt. Ça peut être des potagères ou des annuelles, évidemment, mais également des semences d'arbres. Et bien évidemment, on peut avoir aussi tout ce qui est bois, donc BRF, bois rémial fragmenté, donc pour faire simplement du paillage, pour carboner les sols, pour amender des sols dont on a besoin d'augmenter par exemple le taux de matière organique sur des zones potagères, par exemple, on va avoir cette production directement sur place. Puis après, évidemment, on peut imaginer plein d'autres choses. Alors, on peut évidemment pas tout faire sur un seul jardin-forêt. Il y aura des choix à faire au monde du design du jardin-forêt au départ. Mais en tout cas, c'est très prometteur quand on voit tout ce qu'on peut produire.
Et voilà quelques exemples d'espèces qu'on peut avoir sous nos climats tempérés. Donc, il y en a qui sont assez surprenantes, comme le jujubier, qui est plutôt habitué des climats méditerranéens, avec un fruit qui est assez spongieux, avec un grand noyau à l'intérieur, mais qui a des qualités gustatives vraiment intéressantes. Le plaque minier, qui est assez connu sous son espèce kaki, qui est très consommé, je dirais, maintenant dans le commerce, mais on a aussi d'autres espèces du genre Diospyros qui sont intéressantes, notamment sous les climats un petit peu plus froids, comme le Diospyros virginiana, par exemple. On a la vigne. La vigne est très commune finalement dans nos régions, mais on a beaucoup besoin aujourd'hui de lutter contre tous ces parasites, le phylloxéra, le idium, etc., qui vont finalement attaquer les vignes. Donc, il faut continuellement traiter ces vignes. Et on a énormément de potentiel dans les vignes résistantes qui ont cette capacité d'avoir coévolué dans les milieux d'origine, notamment les vignes américaines, avec ces espèces de plantes pathogènes. Donc, on a tout intérêt à retrouver ces hybrides ou ces vignes résistantes naturellement. Le cornouiller, c'est un petit peu un fruit qui a été oublié aussi, le cornouiller mâle, donc le Cornus mas. Il y a des sélections, notamment dans les pays de l'Est, qui sont très intéressantes à aller rechercher, avec des variétés de formes, de couleurs qui sont vraiment incroyables. Le cédrel de Chine, qui est un feuillage comestible, donc ça peut être un arbre qui est de grande taille si on le laisse prendre sa taille à maturité, alors que si on va l'étêter régulièrement, il va reproduire ses rameaux avec ce jeune feuillage qui va être consommé en feuillage alimentaire avec un goût un peu d'oignon, cacahuètes grillées. C'est assez intéressant à ajouter à des salades ou alors en préparation cuite. L'igname de Chine, qui est un tubercule qui a aussi un apport de glucides, de glucides qui sont intéressants à développer. Donc, c'est une façon finalement de cultiver sous terre avec des espèces qui sont complètement acclimatées à nos climats tempérés. La mélanchier, qui est très connue finalement dans nos allées, en ornemental, mais qui est assez peu connue comme plante comestible. Alors peut-être aussi certaines espèces comme la mélanchier alnifolia ou canadensis, qui sont moins connues en Europe, qui ont été introduites avec des variétés sélectionnées, qui sont très productives et avec des qualités gustatives vraiment incroyables. Le mûrier, qui est très installé dans la vallée du Rhône enfin, il y a eu, je pense, une tradition de mûrier. Maintenant, ça a un petit peu disparu, évidemment, mais c'est quelque chose qui pourrait être aussi remis au goût du jour avec une production à la fois fruitière, mais aussi des feuillages alimentaires, alors non seulement pour les vers à soie, mais aussi pour nous. Donc là, il y a des choses à redécouvrir. Dans le chêne vert, on a le chêne vert balotte, qui est une espèce, le Quercus ilex, la variété balotte, qui est une variété très peu tannée, qui peut être considérée comme finalement une farine, un complément alimentaire. Alors, il y a la tradition du pata negra dans la région espagnole qui est plus connue. Donc, c'est tous ces porcs en sous-étage qui vont consommer ces glands et qui vont être finalement transformés en jambon. Mais pour la consommation humaine également, c'est un gland qui peut être intéressant parce qu'il est très peu tannique, donc il peut être vraiment mangé cru. On a l'argousier, qui est une plante un petit peu plus connue en Suisse, puisqu'on va les retrouver sur les coteaux du Valais notamment. Et on a ici des sélections aussi qui sont intéressantes, parce qu'elles sont fruitières, des fruits de qualité gustative plus intéressante que les variétés sauvages. Mais là aussi, c'est des fruits qui sont très intéressants à réintégrer dans nos paysages. C'est une plante fixatrice d'azote qui est très pionnière, donc qui va être aussi capable de s'intégrer sur des sols très pauvres. Et donc ça, c'est une plante d'avenir. Le châtaignier chinois, le Castanea mollissima, qui est un châtaignier finalement cousin du châtaignier qu'on a chez nous, il a cette capacité d'avoir de nouveau coévolué avec des pathogènes qui déciment finalement les châtaigniers ici en Europe, comme le chancre et l'encre. Donc ça, c'est des génétiques qui sont aussi importants de réintroduire dans nos paysages, d'avoir cette hybridation entre ces différentes espèces et finalement on va retrouver des résistances naturelles sur des produits qui sont finalement assez communs. Le frêne à fleurs, alors là, on commence de nouveau à voir qu'il y a aussi un intérêt du point de vue mellifère, mais pas seulement. C'est un arbre qui a une propriété aussi de produire une manne qui a des qualités pour soigner notamment les problèmes digestifs, donc de brûlure d'estomac par exemple, ou
donc tout ce qui est lié à la sphère de l'estomac. Dans les pays de l'Est, on a des utilisations médicinales de cette manne du frêne à fleurs. On a cet aspect multistrate, on revient un petit peu au principe des jardins-forêts. Donc, c'est de nouveau, on voit ici un exemple d'une production avec des arbres de canopée dans le fond, des arbres qui sont à taille un peu plus réduite. On a probablement un Paulownia sur la gauche, peut-être quelques plantes annuelles dans la partie plus potagère au milieu. Donc, on voit ici, on a quasiment aucun centimètre carré qui est à nu. On a des feuilles qui captent la lumière un peu partout. Ces petits panneaux solaires, finalement, vont transformer l'énergie du soleil en sucre et on a une production par mètre carré qui est assez impressionnante. On a aussi finalement une capacité de résister aux gelées tardives puisque on va typiquement avoir des lianes qui peuvent être introduites dans ces systèmes multistrates qui vont bénéficier finalement d'un effet un peu de climatisation dans des épisodes de gel qui pourraient impacter la production de ces lianes. Ça peut être aussi des kiwis ou des kiwis ou des fleurs de la passion, par exemple, qui vont pouvoir bénéficier de ces structures verticales. Donc ça, c'est des caractéristiques aussi des espaces multistrates. Je continue. On a cette résilience dont on a parlé assez souvent. Donc là, on voit dans un espace dense, ici on est à la forêt gourmande sur une surface à peu près de 2,5 hectares. On voit qu'on a énormément de densité. Donc on a des espaces qui ne sont pas du tout arrosés pour des plantes qui sont installées depuis 3 ou 4 ans. On n'a plus besoin d'arrosage, on n'a pas de traitement. Il y a énormément d'auxiliaires, d'espèces auxiliaires qui vont être simplement des limiteurs de tous ces ravageurs qu'on peut avoir. Il y a quasiment plus de limaces dans ces milieux-là. On va retrouver des oiseaux qui vont manger également des vers qui pourraient être des vers qui pourraient sinon se nourrir des fruits qui sont produits dans ce genre d'espace-là. Et évidemment, il y a un aspect aussi ornemental qui est assez intéressant avec ces touches de couleurs qu'on peut avoir dans les différentes espèces qui sont implantées. La dernière caractéristique qu'on a, c'est finalement d'être essentiellement sur des plantes pérennes. On en a parlé quelques fois. Ici, on est sur un jardin-forêt qui est en Hollande, sur une vingtaine d'hectares. Donc, c'est assez impressionnant. Ces surfaces sont importantes. Et là, il y a eu des partenariats avec des restaurateurs et des producteurs dans le domaine de la gastronomie pardon, dans ces régions-là. Il y a aussi, je pense, un soutien de l'État qui est intéressant puisqu'on a des partenariats de financement de ces projets. Donc, j'ai envie de dire, inspirons-nous de ces succès pour nos projets en Europe. Un aspect important, c'est de limiter le travail du sol puisqu'on a toute cette biologie du sol, toute cette biodiversité souterraine qu'on ne voit pas, qui est constituée de champignons, de nématodes, de vers de terre, évidemment, de colomboles, enfin, toutes ces formes de vie qui finalement sont complètement invisibles parce que d'une part, elles sont sous le sol, mais d'autre part, elles sont simplement à taille microscopique, mais ça représente, si on prend toute la matière organique morte également qui est d'origine de la vie du sol, on est quasiment entre 3/4 et 90% de la vie du sol, donc de la biomasse. Donc, c'est vraiment des quantités qui sont énormes. Et donc, plus on laisse ce sol tranquille, plus on va en fait favoriser ces cycles de recyclage, ces boucles de rétroaction. Ce cycle de l'azote, notamment, tout le cycle du carbone va se passer de façon imperturbée. Donc, on va avoir quelque chose qui devient de plus en plus riche. Dès qu'on se met à travailler le sol, on va le faire respirer, il va s'oxyder, il va donc respirer, s'oxyder, il va émettre du CO2, il va commencer à se dégrader, donc on perd en qualité et on perd en matière organique notamment. Et un autre aspect important, c'est d'avoir toujours un sol couvert, donc un couvert permanent sur les zones de plantation. Ça peut être soit par des plantes, soit par des paillages comme on l'a ici. Alors, il y a plusieurs raisons d'avoir un couvert permanent. C'est de simplement réduire l'évaporation du sol, puisqu'on ne va pas avoir la matière organique va maintenir cette humidité à la surface du sol. On n'a pas l'érosion également du soleil qui a un effet photoélectrique sur le sol. On a cet effet aussi de fertilisation. Cette matière va être dégradée par les champignons, dégradée par les bactéries. On a ensuite ce cycle de la vie qui démarre et tous ces
toutes ces formes de vie vont relarguer de l'azote dans le sol qui vont ensuite permettre aux plantes de se nourrir. Donc, on a aussi ce besoin de couvert permanent, puisqu'en fait, on a des risques de gelée qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure, importants. Donc, le fait d'avoir un couvert permanent permet de limiter ces risques de gelée sur un système racinaire, notamment sur des plants quand ils sont jeunes. Et une autre raison un peu plus pratique pour les couverts permanents, c'est ou de paillage, comme on a dans ce cas-là, c'est que si vous avez des plantations dans une prairie ou dans une zone avec des jeunes plants, vous allez beaucoup mieux voir ces plants-là. Ça évite aussi de piétiner. Donc ça, c'est un aspect plus de mise en place. Le sol vivant, on en a parlé. Donc là-dedans, dans un sol de, on va dire, 1 cm3, vous avez une vie assez incroyable. Plusieurs centaines de mètres d'ifs fongiques, donc de réseaux de mycélium, de bactéries, de champignons. Donc, là, c'est juste un exemple de ce qu'on peut trouver. On aurait tous envie d'avoir un microscope à la main quand on est les mains dans la terre. J'avance un peu. Un aspect important pour nous, c'est les plantes auxiliaires. Alors, je vais détailler un petit peu le rôle de ces plantes auxiliaires. En haut à gauche, vous avez en fait ce qu'on appelle une trogne, qui est une pratique finalement qu'on a un petit peu perdue dans nos paysages. Si on est attentif, on en voit, il y en a quand même plusieurs qui sont assez anciennes. Donc l'idée, c'est de planter un arbre, ou que ce soit une bouture, soit un arbre qui est issu de semis simplement. Il va être ensuite coupé à 1,50 m ou 2,50 m. Il peut évidemment servir de perchoir, comme on voit ici, mais il va surtout en fait permettre de déposer la matière organique au sol. Donc on voit ici, on a un début de création du sol. Ensuite, on va avoir un arbre qui va faire des rejets. On va sélectionner les rejets qui nous intéressent. Puis après un ou deux cycles, après quelques saisons, on va pouvoir retailler cet arbre au niveau de la taille qui avait été faite initiale. Et on a après successivement quelques cycles de taille comme ça. On a un diamètre du tronc qui augmente. Donc l'arbre, il va à chaque cycle relarguer des racines, il va améliorer la vie du sol, il va relarguer de la matière organique dans le sol. Et paradoxalement, on a un arbre qui ne vit pas moins longtemps, et au contraire, on a des arbres qui sont extrêmement anciens avec ces pratiques-là. Donc on peut produire avec ça du bois de chauffage, on peut produire du bois d'œuvre, du bois pour des outils, notamment les manches d'outils étaient produits comme ça à l'époque. Et c'est toute une faune ensuite associée qui peut habiter dans toutes ces zones de paillage, finalement, de branches enchevêtrées. Il n'y a pas besoin nécessairement de broyer ces branches au sol. Et très rapidement, on va avoir la vie du sol qui intègre ces branchages au sol. Donc, le rôle de ces plantes auxiliaires, c'est aussi de stabiliser le sol, donc d'avoir ce système de racines qui va éviter l'érosion du sol, qui va protéger cette structure du sol. C'est très important pour stabiliser, pour éviter cette érosion qu'on a dans les milieux déstructurés aujourd'hui. À droite, vous avez cet effet fertilisant où en fait on a ce chop and drop, donc cette technique où on va simplement couper les branchages, ils vont être déposés au sol sans autre action de notre part. Donc c'est très rapide une fois que le système est en place. On a cette possibilité aussi d'avoir des arbres auxiliaires, donc qui sont simplement fourragers, qui vont fournir aussi un ombrage à d'autres formes de vie. Et dans ce cas-là, ici, on a un cheval qui a l'air d'apprécier cette pomme qui dépasse. Donc, c'est aussi une façon finalement d'avoir de l'élevage avec des systèmes arborisés. Donc, on appelle ça le sylvopastoralisme qui commence à revenir un peu au goût du jour. Ça permet aussi de fournir un ombrage à ces bêtes pendant les périodes chaudes et sèches. Ça permet également de protéger du vent. Donc, on a ces effets de clôture, de lisière qui sont très importants avec les plantes auxiliaires. Ça permet aussi simplement d'avoir des structures. Alors ici, c'est un peu simplifié dans le sens où on a des trognes de saules en bas à droite qui sont en tête de rangs de vignes. Et on pourrait imaginer que ces vignes aillent coloniser ces saules et aillent finalement chercher la lumière en s'appuyant sur des saules qui sont taillés ensuite régulièrement. Donc voilà, les plantes auxiliaires, je pense que c'est vraiment un aspect très important des jardins forêts qu'on a un peu tendance à oublier. Donc l'idée, c'est simplement de se baser soit sur des plantes qui sont spontanées, des plantes qui sont souvent très faciles à trouver puisqu'elles sont indigènes, comme le saule, le peuplier, le bouleau, l'aulne, qui sont des espèces pionnières qui sont faciles à installer, faciles à bouturer, qui sont fixatrices d'azote, etc. Donc c'est vraiment des espèces qu'on aime bien intégrer dans les jardins forêts pour toutes ces raisons qu'on a vues ici.
finalement, les jardins-forêts et Happy Forestery, si on peut l'appeler comme ça, c'est Yves Darico qui est là un, un, un horticulteur qui a, je pense, pas mal contribué à mettre en avant ces fonctions, on va dire, mellifères de toute cette strate de végétation. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer de ce côté-là? Donc, il y a une approche, on va dire, de pure design où on va finalement faire des associations mois par mois de diverses espèces végétales où finalement on assure qu'on a à chaque saison, à chaque période de l'année, on a suffisamment de nourriture, que ce soit nectar, pollen et propolis pour toutes ces formes de pollinisateurs. Ce qui est tout à fait aussi tout à fait envisageable, j'ai envie de dire aussi, ça dépend peut-être du type de système qu'on va avoir. Est-ce qu'on a un système commercial justement où on est un peu limité on va peut-être limiter le nombre d'espèces qu'on va mettre en place, ou au contraire, est-ce qu'on a quelque chose qui est un peu plus ornemental, un peu plus organique comme type de design? Et à ce moment, on peut être plutôt sur quelque chose de finalement, euh, on va dire, plus libre, comme j'ai envie de dire ici, c'est plus le bon sens, finalement, cette diversité végétale qu'on va avoir, donc qu'on a vu tout à l'heure entre les strates, les diverses formes d'essence, donc divers genres et espèces qu'on peut avoir sur un jardin-forêt, finalement, vont contribuer à cette diversité de nourriture tout au long de l'année pour les pollinisateurs. Donc, moi, je suis plus, on va dire, partisan de ce deuxième mode de diversification et donc d'assurer cette nourriture pour les pollinisateurs pendant toute l'année. Mais j'ai envie de dire, c'est finalement une question après voilà, quel est le but aussi de son jardin-forêt? C'est commercial, est-ce qu'on a des contraintes qui sont liées au type de production? Est-ce qu'on a des contraintes aussi liées à la topographie, etc. Donc ça, c'est un choix que vous allez pouvoir faire. On va peut-être passer en revue quelques arbres et arbustes qui sont intéressants à avoir dans notre design. Alors, on a en haut à gauche le Tilia cordata, donc le tilleul à petite feuille, dont le feuillage aussi est comestible, c'est très peu tannique, notamment pendant le printemps, quand les feuilles viennent d'apparaître. Mais sinon, toute l'année, on peut les consommer, on peut les réduire aussi en poudre. C'est vraiment des ressources alimentaires très intéressantes, avec aussi des résistances finalement au réchauffement climatique qui peuvent être importantes. Le Tetradium danieli, l'arbre à miel, je pense à un des arbres emblématiques des plantes mellifères, avec une grosse production de fleurs, des sortes de panicules qui explosent au printemps, et aussi une propriété intéressante, c'est considéré comme un fruit oléagineux, notamment dans les pays asiatiques. Mais je pense que dans les espèces d'arbres, c'est probablement un des arbres à l'hectare qui produit le plus de nectar, donc c'est clair que c'est un arbre très intéressant à installer. L'érable à feuilles d'aubier, qui est étonnamment présent ici en Suisse, mais assez discret, je pense, avec cette capacité de fleurir avant d'avoir des feuilles. Là aussi, c'est des essences qui sont intéressantes à installer, puisqu'elles sont aussi plutôt sudistes. On va les retrouver plutôt de manière dominante autour du bassin méditerranéen notamment. Le Castanea mollissima, le châtaignier chinois, on l'a vu tout à l'heure, avec ses grands panicules de fleurs. Là aussi, on a des productions qui sont vraiment importantes. Il faut vraiment réaliser que ces arbres, finalement, produisent beaucoup plus de nourriture pour les pollinisateurs que des prairies fleuries ou des espaces qui sont finalement un peu plus en deux dimensions. Donc là aussi, on a tout intérêt à retrouver ces strates de canopée ou ces arbustes dans nos paysages. Le savonnier, qui a aussi tous ces panicules de fleurs vraiment impressionnants, des diversités génétiques aussi impressionnantes, donc des capacités de s'adapter sur des climats qui peuvent être très différents, que ce soit au sud ou au nord de l'Europe, avec aussi cette production de saponine qui peut être intéressante à exploiter pour nos besoins, on va dire, de production d'alternatives au savon industriel. Le cédrel de Chine, le Tuna sinensis, on l'a vu tout à l'heure avec cette variété flamingo, avec ce feuillage rose. Ici, c'est un arbre aussi qui va être très mellifère, avec des grands panicules qui sont aussi très recherchés par nos amis pollinisateurs. Le frêne à fleurs, on l'a vu tout à l'heure. Le caragana, donc le pois de Sibérie, Caragana arborescens, qui est une légumineuse, donc une fabacée qui va être fixatrice d'azote comme toutes les fabacées, donc aussi qu'on pourrait intégrer dans les
dans les vergers, par exemple, en intercalaire entre divers arbres de production en arboriculture. On va aussi pouvoir consommer les pois comme des petits haricots. Et puis évidemment, tous ces panicules de fleurs, c'est un arbre qui a des qualités très intéressantes pour les pollinisateurs. Les Eleagnus, on a ici tous ces chalefs, le chalef d'automne ici, l'Eleagnus umbellata, avec ses panicules également de fruits, avec un parfum aussi assez incroyable à la floraison. Il y a des variétés horticoles qu'on connaît un petit peu plus de façon traditionnelle, notamment dans les haies, puisqu'on a l'Elagnus ebingae qui a ce feuillage persistant, qui aussi embaume quand il est en fleurs. C'est assez magique donc, à installer sans modération, surtout que c'est aussi une plante pionnière, fixatrice d'azote, donc il y a une croissance rapide qui est vraiment, je pense, une plante très importante pour créer des haies brise-vent, par exemple, des brise-vues pour avoir rapidement un faciès forestier dans un système de jardin-forêt. Dans les cornouillers, on a le Cornus cousa qui fait ces fleurs assez incroyables à 4 pétales. On a l'impression qu'ils sont couverts de neige, les arbres, là, mais c'est simplement les fleurs blanches. C'est aussi un arbre qui va produire des petits fruits, on va dire même des gros fruits pour les variétés sélectionnées qui peuvent être presque de la taille d'une balle de ping-pong pour certaines variétés. Donc, aussi très intéressant à installer. Cousin évidemment du cornouiller mâle qu'on a chez nous. Dans les saules, on a des arbres qui sont très mellifères également, qui vont être non seulement pollinisés par le vent, c'est quand même leur principal mode de reproduction, mais on a également en fait cette capacité de produire du nectar, donc d'attirer également des pollinisateurs. Et là, le saule est aussi une ressource très importante pour les abeilles au printemps. Le peuplier blanc qui va se retrouver aussi beaucoup autour du bassin méditerranéen, avec une croissance rapide, avec ce feuillage très clair, qui aussi dans le vent, c'est très beau. Je pense aussi au niveau de l'aspect ornemental, c'est quelque chose qu'on apprécie vraiment dans les jardins forêts. Donc voilà, cette capacité aussi à se bouturer facilement, je pense que c'est une plante auxiliaire à implanter dans tous les jardins forêts. L'Herethia dixoni, l'arbre aux poules, qui va aussi produire toutes ces fleurs et ces panicules de fruits, qui peut être justement installé dans les poulaillers ou d'autres espaces avec des animaux qui vont se nourrir de ces fruits qui tombent au sol. C'est des fruits qui sont un peu oléagineux, comme ça, qui n'ont peut-être pas les qualités gustatives marquantes, mais qui peuvent être un fruit qui peut être ensuite utilisé comme base pour produire d'autres types de production culinaire. La mélanchée, on en a parlé tout à l'heure, là aussi, des qualités mellifères très intéressantes. Le bouleau noir qui est plutôt installé du côté de l'Amérique du Nord, avec une résistance aussi au réchauffement climatique intéressante, et cette capacité de produire énormément de graines et de pollen dans ce cas-là aussi pour les pollinisateurs, mais énormément de graines, donc une capacité aussi à recréer des semis spontanés dans les espaces agroforestiers qui nous intéressent. Alors, notre vision, si on résume un petit peu la vision qu'on a à l'association, c'est voilà, de vraiment faire un travail sur l'alimentation. On a besoin d'avoir une sorte de révolution, puisqu'on se rend compte que cette alimentation, elle a un impact vraiment important sur les paysages, sur nos vies directement, évidemment. Mais, donc, on a envie de migrer vers une alimentation qui est plus basée sur des fruits à coque. Tous les fruits que vous avez ici, à part peut-être les noix de cajou, tous les fruits qui sont ici sont produites en climat tempéré, y compris les amandes, les noix de pécan, donc le caria, donc tous les cariers qui sont des plantes qui sont originaires plutôt d'Amérique du Nord, sont parfaitement adaptés pour les climats tempérés de chez nous. Donc là aussi, on a des qualités gustatives, on a des qualités nutritives qui sont importantes, avec beaucoup de lipides, de micronutriments qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc vraiment, là, il y a tout un travail à faire autour de la production, de la cuisine, de la mise en valeur de ces produits-là.
on a aussi toutes les, on va dire, toutes les techniques de cuisine ou de préparation ou de conservation des aliments comme la lactofermentation qui va finalement augmenter la qualité nutritive des aliments en produisant des vitamines, en améliorant finalement aussi le microbiote des aliments qu'on va consommer. Donc, c'est aussi une question finalement de santé pour nous, parce qu'on a tout un microbiote qu'on doit entretenir. Le Karagana qu'on a vu tout à l'heure, le pois de Sibérie, qui est une source de protéines alimentaires, donc voilà, de fabacées, tous ces haricots qu'on voit plutôt en espèces donc annuelles. Donc, on a des haricots finalement qui sont en espèces pérennes, c'est les karaganiers. C'est vraiment des espèces qui, à mon avis, sont indispensables dans nos paysages, surtout qu'il y a une amplitude thermique. Donc, c'est des plantes qui sont justement originaires de Sibérie, où là, on peut avoir on va dire, plus ou moins 40 degrés, donc avec des amplitudes thermiques qui sont importantes. Donc, c'est des espèces qui sont vraiment parfaitement adaptées pour les défis de demain. Le tilleul, on l'a vu tout à l'heure, là aussi, c'est des ressources alimentaires finalement qu'on doit retrouver. Il y a un petit côté, je trouve, historique d'aller retrouver ces usages alimentaires, de retrouver des façons de cuisiner ces plantes. Je trouve que c'est aussi un défi et une découverte qui est intéressante. Il y a un aspect finalement un peu révolutionnaire là derrière. Donc pour nous, c'est très important de souligner ça. Finalement, les paysages comestibles, on peut en avoir partout. Ça peut être évidemment des parcelles agricoles, c'est peut-être le plus évident dans ce cas-là, mais ça peut être aussi des jardins d'entreprise, ça peut être des vergers qui sont déjà installés depuis des années, avec finalement un système monostrate ou deux strates. Souvent, les vergers sont aussi utilisés comme fourrage en sous-étage. Et donc voilà, ces vergers peuvent être complètement, on va dire, transformés en jardin-forêt avec une densification, avec l'installation de lianes, par exemple, qui vont parcourir l'étage supérieur des arbres qui sont déjà installés. C'est important aussi de diversifier ces vergers, puisqu'on a finalement une monoculture de rosacées, donc avec des risques aussi de feux bactériens, par exemple. Donc là, ces espaces-là peuvent être vraiment très intéressants pour déployer des jardins forêts. En ce qui concerne les forêts, les clairières, c'est un peu plus délicat parce que le droit suisse et le droit dans plusieurs pays en Europe protègent, on va dire, de façon assez particulière les forêts. Mais il y aura tout à fait des possibilités de faire des expérimentations, de travailler sur des petites placettes, de faire voilà, des recherches sur des productions vraiment en forêt ou des zones un petit peu plus ouvertes dans des clairières forestières. Et évidemment, il y a l'aspect des résidences de particuliers où on a énormément de surface quand on regarde le nombre de pelouses qu'on peut avoir dans les zones urbaines notamment. Et là aussi, une monoculture de brins d'herbe qui est pas vraiment intéressant du point de vue de la biodiversité et qui ne produit rien de façon alimentaire. Alors là, c'est peut-être un peu un exemple extrême que vous avez sous les yeux, mais on peut tout à fait imaginer d'avoir des haies vives, d'avoir là aussi des lianes comme le kiwai, qui est aussi une liane peut-être un peu moins connue, qui est aussi adaptée en termes de climat et de production. Donc là, il y a tout un travail qu'on peut faire avec les résidences de zones résidentielles. Et après, il y a toutes ces bandes urbaines de verdure, donc tous ces bords de chemin, ces zones autour des écoles, par exemple, des petites places qui n'ont pas forcément une vocation particulière, qui peuvent être complètement adaptées, qui peuvent être aussi, par exemple, sur un flanc sud d'un bâtiment avec des productions, par exemple, de grenadiers ou de figuiers qui peuvent être des espèces qui vont bien produire dans les endroits bien exposés au soleil, ou alors le Néfli du Japon aussi est très adapté pour ces zones-là. Samuel, Oui, ça va encore 5 minutes pour toi, c'est bon? c'est parfait. Merci. Très bien, merci. L'autre aspect qu'on aimerait vraiment développer, c'est les pépinières. On se rend compte que les pépinières aussi souffrent de la globalisation. La plupart des plantes qu'on va produire viennent souvent de l'autre bout de l'Europe, même si on les achète dans une pépinière locale, elles ont été souvent produites en plants donc, issus de semis, de boutures ou d'autres techniques de multiplication, mais ensuite elles sont simplement, elles vont croître, elles vont être empotées, elles vont être arrosées dans ces pépinières qui vont simplement les faire croître jusqu'à ce qu'elles atteignent une taille où elles peuvent être mises en vente, c'est ça que je veux dire. Donc là, on se rend compte aussi que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment
durable. On a aussi une perte finalement des savoir-faire liés à ces multiplications de plants. Donc, nous, on veut vraiment mettre ça en avant, recréer des micro-pépinières, que ce soit au niveau individuel ou des micro-pépinières communales pour se réapproprier ces savoir-faire, de retrouver ces gestes de la greffe, simplement, qui est un geste qui est assez magique. On voit un exemple ici. Voilà, donc quelques conclusions par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir. Donc, les pollinisateurs, finalement, c'est un rôle écologique majeur. C'est vraiment un auxiliaire, je dirais, capital dans la production alimentaire humaine, mais dans tous les aspects des écosystèmes qui nous entourent. Le pollen, c'est vraiment l'enjeu majeur pour les pollinisateurs. Donc là, c'est vraiment la chose importante qu'on doit garder en tête pour ce qui concerne nos amis les insectes. Et les autres pollinisateurs, qui peuvent être aussi les oiseaux ou les chauves-souris, évidemment. La diversité, c'est vraiment la clé de la solution. Donc, c'est vraiment assurer cette diversité végétale. Si on a cette diversité, on assure de la nourriture en suffisance, on assure d'avoir des pollens différents aussi. C'est un peu les 3 fruits et légumes pour les pollinisateurs. Donc, c'est important d'avoir cette diversité. C'est nécessaire de s'adapter. Et là, il faut vraiment qu'on fasse des choix ambitieux d'espèces. Je ne vous ai pas parlé de cette notion d'indigénat climatique, mais finalement, si on regarde ces biomes qui sont avec un climat qui est sensiblement proche du nôtre ou proche de celui qu'on va avoir dans quelques années, c'est dans ces biomes-là qu'on peut avoir un réservoir génétique intéressant. Donc, c'est une approche qu'on essaie vraiment de mettre en avant. Là, il va y avoir des changements importants, des changements forts, donc ça soit au niveau des paysages, de la façon de produire. Donc, c'est là qu'on veut vraiment mettre aussi en avant cette agroforesterie qui est, je pense, l'évolution naturelle de l'agriculture qu'on a ici en Europe ou partout dans le monde. La production alimentaire, elle doit aussi se transformer de façon drastique. Encore une fois, vous pouvez regarder ce rapport de la SDSN dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a une culture culinaire, culture alimentaire qui doit changer aussi. Et là, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui est finalement très émotionnel. Et là, il y a un gros travail à faire. Finalement, il y a aussi une adaptation des emplois, les filières économiques qui sont liées à ça. Et les jardins-forêts, là-dedans, jouent un rôle majeur, puisqu'en fait, avec un jardin-forêt, on va régénérer les écosystèmes. On a cette transformation du sol, on a cette diversité végétale qui permet vraiment de faire exploser la biodiversité. On assure la résilience alimentaire avec cette production, cette multiproduction qu'on a vue tout à l'heure. Et à la clé, en fait, on a aussi un projet de société. Finalement, on permet d'avoir des emplois, on permet d'avoir une économie qui tourne là autour aussi. Finalement, d'avoir un projet commun pour affronter les défis du futur. Donc vraiment, encore en résumé une fois, c'est la diversité, c'est la clé. La diversité de nourriture et végétale permet d'assurer les pollinisateurs en bonne santé. Juste encore quelques bibliographies que vous aurez l'occasion de voir ici. Il y a vraiment beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Et je vous ai mis aussi quelques références dont on a parlé ce soir, qu'on vous mettra aussi en description de la vidéo. Merci, Voilà. merci à tous. Merci Samuel pour cette belle présentation très riche, très diversifiée. Et je vais peut-être te laisser boire une petite goutte, je ne sais pas si tu as un petit peu soif. Je vais prendre la parole pendant 2 minutes. La première chose que j'aimerais dire à tout le monde, c'est que je vais vous mettre ici. Donc, j'ai déjà mis les liens vers le texte dont il a parlé concernant l'alimentation. Je vous mets ici juste un lien. Je vous remercierai en tout cas de remplir ce petit questionnaire qui nous permet d'améliorer toujours notre travail, de répondre plus en plus précisément aux demandes que vous pouvez avoir. Je mettrai par la suite encore le lien vers notre chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir revoir cette conférence et tout en prenant plus de temps peut-être pour noter certaines informations, des textes, des noms de plantes, etc. Voilà. Je vais maintenant prendre les questions depuis le début. Il y avait des questions au début sur le jardin des Hausses, la superficie déjà, et je crois que Benoît a déjà répondu, c'est environ 3000 m², c'est ça? C'est ça, 3000 m², oui. Exactement. Et puis, une personne qui pose la question de pourquoi sur la vue aérienne, on voit un terrain blanc. Est-ce la couleur des fleurs? Je pense que tu peux peut-être répondre à cette question. C'était pas c'était blanc. Les piétages blancs, c'est les sacs de terreau, de terra preta qu'on a ajouté à la plantation. Sinon, je sais pas exactement de quoi il s'agit, j'avoue, mais
C'était le plan qui se trouvait en bas à droite. Oui. Mais peut-être qu'on voilà, on va peut-être que la personne peut reprendre la question. Voilà. Ah non, c'était tout au début. Tout au début, tu présentais le jardin des Hausses. Voilà. Alors, c'est simplement du paillage, ces zones, du paillage autour des arbres qu'on a implanté ici déjà. Donc après, il va prendre cette couleur un peu plus foncée avec le temps, quand il commence à se dégrader, simplement. Très bien. Ne vaut-il pas mieux des jardins d'une zone pavillonnaire qu'un champ monoculture multitraité? Je suis pas sûr de comprendre la question, c'est-à-dire… C'est-à-dire que là, au début, tu parlais de ton village qui avait vraiment évolué énormément avec l'agriculture où les cultures disparaissaient. Et la personne pose la question, c'est Colombet. En fait, l'importance des zones pavillonnaires, donc des résidences, etc., comparativement à des zones qui seraient en monoculture et multitraitées. Bah. Oui, c'est un peu la poule ou l'œuf. Mais cette explosion démographique, finalement, a aussi un impact, parce que finalement, toute la surface agricole qu'on va, entre guillemets, manger en Suisse, elle doit être aussi, à un moment donné, développée à quelque part. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est une grande partie de l'Amazonie qui est défrichée à cause de nos besoins alimentaires, notamment pour du fourrage pour nos bêtes. Et aussi, il y a un chiffre qui est important en Suisse. On a environ 70% de la surface agricole qui est dédiée à l'élevage et 60% des terres arables sont du fourrage pour l'élevage. Donc ça, c'est des chiffres qui sont de l'Office fédéral. Donc c'est assez impressionnant l'impact sur les paysages de la consommation de viande. Donc voilà, évidemment, il faut qu'on travaille sur tous ces niveaux-là. Végétalisation, artificialisation des sols qui doit diminuer, donc il faut peut-être aussi densifier les habitations d'une certaine façon. Oui, il y a pas mal de défis, hein, on est bien d'accord. Effectivement. Benoît pose la question de quelle est la surface minimale pour démarrer un projet de jardin-forêt? Oui, il n'y a pas vraiment de surface minimale, j'ai envie de dire. Du moment qu'on a une association de plantes sur quelques mètres carrés, on peut vraiment observer une explosion de la croissance de ces plantes. On va voir, elles ont le feuillage qui est beaucoup plus vert foncé par rapport à des plantes qui sont en milieu de prairie, même si elles sont paillées. Donc, on a vraiment assez rapidement un effet de dynamique collective sur des toutes petites surfaces. Maintenant, c'est sûr qu'après, il y a des questions finalement de financement, des questions d'accès au terrain. Ensuite, c'est quand même une limitation assez importante. Il y a après des questions de logistique, d'irrigation, etc. Donc, quelle que soit la surface, allez-y et plantez. Absolument. Pour une analyse des sols, à qui peut-on s'adresser? Vous pouvez voir avec nous, on a un partenaire avec qui on travaille et donc on sera ravis de faire ce travail-là avec vous. Donc, de vous mettre en contact si vous préférez travailler directement avec ces laboratoires. Très bien. J'ai juste un petit peu perdu dans mes questions. Je vais y arriver. Ouais, il y a une question sur voilà, des pistes pour les vignes résistantes. Est-ce qu'il y a des producteurs, des pistes que tu peux conseiller pour ces vignes résistantes? Après, c'est toujours délicat de donner des noms de producteurs. Ce que je ferais, je transferais une liste de fournisseurs qui sont à travers l'Europe. Et puis, je pense que ça vous permettra d'avoir finalement aussi tous les semenciers, les pépinières ici en Suisse, avec chacun leurs spécialités diverses. Donc, ça permettra aussi peut-être à tout le monde de profiter de tout ça. Très bien. Peut-on faire des erreurs en juxtaposant des essences, des variétés, ou est-ce que la régulation d'entre espèces se fait d'elle-même? Oui, il y a un effet vraiment de régulation. Après, j'ai envie de dire, cette diversité, bien sûr qu'il peut y avoir entre guillemets, des erreurs, il peut y avoir des effets, ce qu'on appelle d'allélopathie. Donc, typiquement, c'est un peu l'emblème, c'est le noyer qui a cette capacité de produire des toxines, la juglone dans ce feuillage. C'est sûr qu'on a surtout ce problème-là quand on a des fortes concentrations d'arbres de même genre, espèce au mètre carré, ce qui fait qu'on a une concentration dans les sols qui augmente de façon assez importante, surtout si on a aussi des blocages, on a après des lessivages, donc on a des problèmes après d'oxicité pour les plantes. Mais si on a un système qui est diversifié, il y a une régulation qui se met en place, il y a des espèces qui vont simplement dégrader ces toxines, qui vont les accumuler, qui vont les rendre biodisponibles. Donc on a un effet d'équilibrage. Très bien. Les espèces proposées sont importées de Chine. Qu'en est-il des espèces locales?
que l'on nous recommande par ailleurs de planter par opposition aux plantes importées et comment bien se comporter à cet égard? Donc voilà, de nouveau, ces épisodes de glaciation nous ont quand même bien appauvris en termes de diversité. Donc c'est sûr que ces réservoirs de diversité génétique qu'on a en Chine, mais aussi en Amérique du Nord, ou en Amérique du sud de l'Amérique du Sud, c'est pour nous plutôt des chances de diversifier la génétique, d'apporter cette résilience qu'on n'a pas autrement dans les écosystèmes. Il y a beaucoup de plantes qui sont déjà installées en Europe depuis des années, qu'on connaît très bien. Donc, on connaît très bien leur capacité de devenir finalement envahissantes ou pas. Les espèces envahissantes, il y a la liste d'Infoflora qui est très claire. Donc, c'est évidemment des plantes qu'on ne va pas installer de façon volontaire, mais il y a énormément d'espèces qui sont dans les jardins botaniques qu'on connaît très bien, qui ont des qualités, voilà, pour tout ce qu'on a vu ici, que ce soit productives ou comme arbres auxiliaires qui sont très intéressants. Donc, nous, on parle vraiment d'indigénie climatique, d'aller trouver des espèces qui sont adaptées au climat futur. Donc, les espèces locales, elles sont très adaptées, on va dire, pour la trame de départ locale d'un jardin-forêt. Mais c'est important aussi d'aller chercher des espèces sudistes, dans des climats qui vont plus ressembler à un climat méditerranéen ces prochaines années. Donc, c'est important d'aller implanter ces espèces, ne serait-ce que le figuier, par exemple, ou le grenadier, qui sont des espèces qu'on trouve moins communément chez nous. Elles sont très intéressantes. Et petit rappel aussi, le pommier d'origine kazakh, l'abricotier aussi de région plutôt du Moyen-Orient, toutes les plantes potagères qu'on a dans nos assiettes, elles ne sont pas originaires de chez nous, hein. La tomate d'Amérique du Sud, la même chose pour les pommes de terre, etc. Donc, La damascine. exactement. Qui est traité quand même. Voilà, une question d'échelle. Il est relativement facile de mettre en œuvre un jardin-forêt, le jardinage écologique ou la permaculture au jardin à l'échelle individuelle ou artisanale. Mais comment passer à une échelle professionnelle et surtout comment permettre aux agriculteurs de convertir leurs pratiques traditionnelles vers l'agroforesterie ou l'agroécologie? C'est sûr qu'il y a des filières qui doivent se développer, il faut que ça se professionnalise, il faut qu'on se réapproprie des savoir-faire, qu'on diminue aussi le coût de production de plants, de jeunes plants. Je pense que là, il y a un gros travail à faire ici en Suisse. Si Jardin Suisse nous écoute, je pense qu'il y a des fois un petit peu un cartel sur les prix recommandés. Donc, il y a finalement une sorte de nivellement par le haut. Malheureusement, les plants en Suisse sont encore très chers. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui doit aussi évoluer. D'autant plus si on a des micro-pépinières, on va pouvoir en fait produire ses propres plants. Du coup, il va y avoir possibilité de faire baisser les coûts de production. Et après, vraiment, je pense qu'il faut développer les filières, développer les savoir-faire, aller chercher les experts. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y en a quand même moins, j'ai envie de dire, qu'ailleurs, notamment en France. Je pense qu'on a une tradition de l'agroforesterie qui est quand même mieux établie, à mon avis. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler en synergie avec ces expertises dans les pays voisins. Alors, vers la fin, il y a énormément de remerciements et de félicitations. Merci. Merci à vous. Ces personnes, merci. Et ça a bougé. Voilà. Avez-vous une expérience sur des friches industrielles qui pourraient servir d'exemple? Moi, je n'ai pas d'expérience. Je sais que la forêt gourmande avec qui j'ai travaillé a fait des expériences avec des friches industrielles. Alors, il y a des milieux pollués, il y a des questions vraiment de dépollution, de dépollution de ces milieux-là avec des plantes adaptées. Après, il y a forcément des questions après qui se posent. Dans quelle partie des plantes on va avoir des accumulations de toxines ou de substances qui peuvent être toxiques. Donc, c'est vraiment la question, je pense, qui est plutôt à l'état de recherche aujourd'hui. Mais très clairement, du reste, si on regarde la majorité des plantes envahissantes qu'on va trouver, comme la renouée du Japon, qui est un petit peu la plante phare qu'on cite souvent, elle a cette capacité justement de fixer les métaux lourds. Donc, c'est un des indicateurs de pollution en métaux lourds. Donc, c'est une plante qui peut être très adaptée justement pour la remédiation, la phytoremédiation, comme on dit, de ces zones polluées. Et puis après, c'est vraiment, je pense, une technique qui doit être peut-être là, il faut plutôt se tourner vers des experts de phytoremédiation pour aller chercher des espèces qui sont vraiment adaptées pour tel ou tel type de polluants. Absolument. Je crois que je suis arrivé au bout des questions. Est-ce qu'il y a une personne qui a encore une question? Beaucoup de remerciements. En tout cas, c'est super. On est très content d'avoir pu vous offrir ce thème et d'avoir invité Samuel pour le traiter. C'est vraiment un plaisir pour nous. Je vous donne maintenant les prochains rendez-vous.
Le prochain rendez-vous, c'est le mercredi 1er mars, Abeilles sans frontières avec notre directeur général et fondateur, André Vermelinger. L'apiculture diversifiée à l'exemple de la méthodologie Apicole Free the Bees. Là, il faut énormément d'informations sur des expériences récoltées, etc. Donc, vraiment, apiculture diversifiée, notre méthode d'apiculture qui sera présentée. Brigitte, qui se trouve aussi en ligne maintenant. Brigitte Dorsa d'Alessio, apithérapie, médecine des abeilles, les trésors d'abeilles pour notre santé. Ceci, ce sera le 4 mai. Donc, voilà quelques rendez-vous futurs. Vous trouvez toutes ces informations, bien sûr, sur le site freethebees.ch. Je retourne sur les questions pour voir si quelque chose de nouveau. Non, en tout cas, que des remerciements extraordinaires. Merci beaucoup. Retrouvez cette conférence et toutes les autres qui ont déjà été données sur notre chaîne YouTube. Est-ce que tu as un mot de la fin, éventuellement? Je veux simplement vous remercier pour votre attention, pour l'invitation. Puis on se trouve à disposition si vous voulez avancer sur vos projets, si vous avez besoin d'en savoir plus. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Parfait. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Il fait des expertises, il donne des conseils et tout. Après, il faut payer son déplacement. Peut-être une… Tu es encore là? Oui, je suis encore là, oui. Oui, peut-être voilà, une question pratique sur votre intervention, les conseils que vous distribuez. J'ai entendu parler d'une question financière. Peut-être que tu peux aborder le sujet pour les personnes qui restent. Oui. Donc, c'est sûr que la première étape, c'est de faire un peu le bilan du projet, le bilan en termes de ressources, de type de terrain. Est-ce qu'on a un terrain qui convient en fait, déjà tout terrain convient à un jardin forêt. Après, c'est des questions finalement de potentiel. Est-ce qu'il y a un gros travail à faire en termes de matière organique, par exemple, de fertilité? Est-ce qu'on a des problèmes justement de pollution? Est-ce qu'il y a des particularités topographiques ou du vent? Donc oui, ça, c'est vraiment les aspects qu'on va regarder en premier. Puis après, il y a finalement tout ce qui est dans les mains du porteur de projet, qui est voilà, qu'est-ce qu'on veut faire de ce jardin forêt? Quelles ressources on a à disposition en termes de temps, en termes financiers aussi, parce que c'est vrai que c'est un aspect important à regarder. Puis après, en termes de coût, c'est un peu comme dire quel est le coût d'un jardin forêt, c'est un peu comme dire quel est le coût d'une voiture ou d'une maison. Ça dépend vraiment de l'objectif attendu, ça dépend vraiment de ce qu'on veut obtenir à la fin. Donc vraiment, je pense qu'il y a quasiment un facteur 1 à 100 ou 1 à 10 entre les différentes solutions, quoi. Et ça, on regarde aussi cet aspect-là. Ouais. Voilà. Vous intervenez en Suisse uniquement pour les conseils et les différentes… voilà, les conseils surtout, je vais dire. L'analyse de terrain et les conseils. Oui, après, il y a des questions pratiques. C'est que si on a fait des kilomètres, c'est vite assez chronophage. On a déjà pas mal de demandes dans la région. Donc, c'est ce qu'on essaie d'offrir en priorité. Après, c'est sûr que s'il y a des besoins particuliers, on peut aussi peut-être faire en vidéoconférence ou par téléphone. Il y a déjà une bonne partie, je pense qu'on peut travailler comme ça, ouais. Et il y a peut-être une association en France qui ferait la même chose? Oui, il y a plusieurs associations. J'ai parlé de la Forêt Gourmande, il y a les Alvéoles, il y a aussi plein d'associations locales. Je pense que vraiment, il y a une mise en réseau qui peut se faire qui est vraiment intéressante. Il y en a pour tout le monde. Très bien. OK. Eh bien, moi, je vous souhaite en tout cas, et merci d'avoir vraiment personnellement mes remerciements à toi, Samuel. Merci, André. Oui. Merci à tout le monde de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Et à la prochaine. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt.